Les jeunes Africains ne parlent pas de politique, ils ne parlent pas d'économie. Ils parlent beaucoup de danse, de chant, ils s'amusent. Ça sont les préjugés que l'on a sur la jeunesse africaine en général, camerounaise en particulier. Pour cette raison, on a créé donc Ça nous concerne, un concept d'émission qui tourne autour d'un jeu de cartes ou alors d'un jeu de discussion, peu importe comment vous voulez l'appeler, dans le but justement de créer des lieux de socialisation, de discussion, de confrontation d'idées, mais également de création d'un esprit critique. Aujourd'hui, donc, on est au Cameroun, à Yaoundé, avec trois autres jeunes pour parler des sujets qui nous concernent. Bienvenue dans Ça nous concerne. Très bien. Donc aujourd'hui, on est avec... On va te laisser te présenter toi-même. Moi, c'est Martin Matip, jeune entrepreneur camerounais et promoteur de Warriors Fitness Gym. Très bien. Moi, c'est Samblé Marachi, laveur de voiture. Très bien. Et la seule fille du panel? Moi, c'est Ofiara Onanavis Fanette, étudiante en communication à Esti. Très bien. On a donc des communicants, des entrepreneurs. Tu es entrepreneur aussi, hein, parce que la vente de voiture, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Sur un plateau donc plutôt chargé et fourni. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir des échanges qui sont à la hauteur de vos différentes casquettes. On va commencer sans plus tarder. Vous allez choisir une carte, peu importe laquelle, selon les thèmes donc différents. On a société, salariat et entrepreneuriat, croyances et religions, dis-nous, politique, éducation, santé, culture et tradition, relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Et pour terminer, genre et féminisme. Donc, qui veut se lancer en premier? Qui veut commencer par tirer la première carte? Honneur aux dames. Honneur aux dames, très bien. Je vais tirer culture et tradition. Très bien. Question. Est-ce important que tes enfants parlent une langue africaine? On peut commencer, bien sûr. Pour moi, c'est très important que mes enfants parlent une langue africaine parce que non seulement c'est notre tradition, la langue représente beaucoup pour moi. Parce que de nos jours, on a remarqué que de nombreux jeunes ne parlent plus la langue maternelle. De nombreux jeunes, même, je prends l'exemple même dans les écoles et autres. Tu arrives dans une classe, par exemple, tu trouves un jeune qui parle sa langue maternelle, les autres se moquent de lui, en fait. On va dire non, il est villageois, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, d'abord, nous sommes africains avant tout, donc on doit parler notre langue. Même s'il arrive qu'on quitte le pays, c'est pas aller à l'étranger. Même quand tu reviens, pour moi, c'est important que mes enfants... Et si toi-même tu parles ta langue maternelle? Très bien. Très bien. C'est quelle langue? Le Manissa. Très bien. Ok, si tu peux dire un petit mot en Manguissa. Le Mekete. Ah là là, très bien. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce qu'on dit comment tu vas? À Manissa. Comment tu vas, Manissa? Ouneya. Ah, Odneya, très bien. Ok, très bien. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis du même avis qu'elle. Parce que la raison la plus importante, c'est le Congo-ça. Parce que c'est un lieu où je fais le Congo-ça entre frères. Passez pas n'importe où, vous allez communiquer en français où tout le monde doit entendre. C'est quand même mieux de rester retiré ou bien rester en public. Tu causes avec ton frère en langue maternelle. Donc, c'est très important. Que tes enfants puissent parler Effectivement. C'est quoi ta langue? Moi, c'est le Tika. Donc, directement de la Dama. très bien. Donc, ils puissent parler le tika parce que tu fais le Congo avec eux. Normalement. Je dois rester causer avec mes enfants à la maison, même si le voisin il dit quand même que cache la babouche qu'il a en Tika, alors l'enfant va pouvoir comprendre. Et s'il dit en français, tout serait exposé. C'est ça. C'est très Exactement. important. Et toi, Martin? Je partage le même avis que c'est très important pour nous parce que c'est notre identité culturelle d'abord. Et l'arme la plus puissante, premièrement, c'est la langue. Donc, c'est important pour nos enfants de connaître. Et c'est vrai que la civilisation fait en sorte qu'il est beaucoup plus difficile qu'on s'imprègne de notre culture parce que peut-être nous, dans notre famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent la langue maternelle parce que nous sommes venus rester en ville, pardon, et on va difficilement au village. Et nos parents en ville ne parlent pas très souvent la langue maternelle. Donc, ça fait que tu te retrouves parfois avec des gens de la même ethnie que toi, mais vous avez des difficultés à communiquer, mais tu te sens gêné, au contraire de notre jeune panéliste qui a dit que les gens vont se moquer de toi. Mais quand tu deviens adulte et que tu retrouves des gens qui sont en train de parler la langue maternelle, ça devient difficile, tu te sens un peu écarté. Donc, c'est très important d'apprendre ça à nos enfants dès le bas âge. Et toi, tu parles ta langue maternelle aussi? Pas vraiment, mais je comprends. Je comprends et puis j'essaie d'apprendre. C'est quoi la langue? Je suis moi. Bah, moi.
Mais comment est-ce que tu vas transmettre à tes enfants quelque chose que toi-même tu ne sais pas parler? Justement, c'est ça que je dis que je suis en train d'apprendre et Dieu merci, il y a déjà des applications qui nous permettent de le faire. Donc, Mais justement, je pense que là, c'est aussi un problème, c'est que nos parents ne nous ont pas L'application n'est transmis. pas comme, L'application n'est pas... OK. comme quand tu as appris. Ça, c'est vrai aussi. mais c'est quand même un mécanisme d'apprentissage qui existe déjà, qu'on peut utiliser et qu'on peut perfectionner en fait, parce que c'est vrai que aller au village peut être difficile, mais le village peut revenir vers nous, le village peut nous retrouver en ville à travers le développement J'ai une technologique. question. Pourquoi vous ne partez pas dans votre village? Ça, c'est un sujet personnel. Ok. C'est un sujet personnel. Et tes enfants iront au village? On verra bien le moment venu. OK. Si je peux donner un conseil, c'est qu'il cherche une femme qui connaît très bien le patois. Voilà. Ça va faciliter la tâche. C'est vrai, ça peut être une solution. Ça veut dire que pour vous, l'apprentissage de la langue doit d'abord être à la maison, finalement. Effectivement. OK. Est-ce que l'école ne joue pas un rôle dans l'apprentissage de la langue? Elle ne peut pas jouer un rôle. Pour vous, c'est vraiment la maison qui doit pouvoir inculquer cela aux enfants? Bon, l'école peut aussi jouer un rôle si peut-être il peut avoir des matières de base qui enseignent la langue maternelle. Mais ça sera difficile parce qu'on a plusieurs langues dans notre pays. Mais il est possible de réfléchir et trouver un mécanisme qui va permettre à chacun de pouvoir apprendre sa langue maternelle à partir de l'école aussi. Moi, je veux prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai fréquenté en Tuine. J'ai fait le secondaire là-bas. Et nous, on nous apprenait le Sanaga. Étant donné que je ne suis pas Sanaga, donc je ne sais pas. C'est pas comme. Ça profite au Sanaga parce que c'est leur langue à eux. Et moi, je ne sais pas. Je suis comme étrangère face à cette langue-là. Donc, je ne peux pas dire clairement que l'école peut Bon, remplacer la maison. Toujours dans le même avis, comme moi j'étais en Gambéré et on ne parlait que le Fulfulde. Ça m'a permis d'apprendre le Fulfulde aussi. Donc en fonction de la zone où tu te trouves, tu es obligé de t'acclimater à cette langue. Tu ne peux pas demander au nordistes peut-être de t'enseigner le Wondo, c'est pas possible. Donc une fois que tu es au nord, tu es obligé d'essayer d'apprendre à parler la langue des nordistes. Et quand tu te retrouves au centre, c'est pareil. Donc moi je pense qu'on peut évoluer dans ce sens en fonction des départements, des régions. On apprend les langues spécifiques à ce département. Ça fait que peut-être à la maison, on peut t'apprendre ta langue maternelle et aussi tu connais la langue de l'environnement où tu te trouves. Ça te permet de communiquer avec les gens de ton environnement le plus proche. Mais au-delà même du fait que vous avez évoqué plusieurs choses, il a parlé de pouvoir faire le Congo avec ses enfants, tu as parlé de pouvoir simplement être fier de soi. Est-ce que justement la langue ne détermine pas l'identité de la personne? Je pense qu'il y a des mots en langue qui ne se traduisent pas. Effectivement. Il y a même des proverbes en langue que si tu ne comprends pas la langue, tu ne peux pas comprendre. Donc, est-ce que la langue ne permet pas de voir la vie de certaine façon que le français ne permet pas ou l'anglais ne permet pas? Oui, c'est vrai. Et c'est justement pour ça qu'il est important que l'apprentissage soit d'abord familial. Parce que c'est à travers ça, ce sont les parents qui peuvent mieux transmettre les traditions, qui peuvent mieux transmettre cette identité culturelle aux enfants. Peut-être à l'école, on peut le faire, mais ce ne sera pas pareil parce qu'un parent peut transmettre de manière différente de par son vécu, de par ce qu'il a vécu, de par son vécu culturel, pardon. Donc, je pense que c'est faisable. Mais est-ce que vous pensez qu'apprendre les langues aux enfants peut vraiment, par exemple, impulser le développement au Cameroun? Ou alors est-ce que ça va plutôt renforcer le tribalisme? Si chacun apprend sa langue, et on commence tout ça, comme il a dit, faire comme ça, par exemple, j'avais mon frère, il lui parle en langue, vous avez son frère, il parle en langue, est-ce que ça ne va pas renforcer, comment on appelle, un repli sur soi? Ou au contraire, est-ce que ça va pouvoir, selon vous, faire en sorte qu'on puisse, je sais pas, être plus fier de soi, être fier d'appartenir au Cameroun, et créer donc une nation dans laquelle chaque peuple sera fier d'être lui-même? Pour vous, c'est l'un ou l'autre? Moi, je pense que apprendre une langue spécifique ou bien apprendre sa propre langue ne veut pas dire que vous devez être, je veux dire quoi, appliquer ce que vous avez dit. Repli de soi. Oui, et appliquer cela. Mais je pense plutôt que on doit apprendre la langue, mais on fait comprendre aux enfants que c'est votre identité. Ne restez pas juste restreint sur votre identité, mais lorsque vous êtes en public, essayez de dire que mais on vient de là. On vient de là, mais ça ne veut pas dire que on est juste focalisé sur nous-mêmes. On peut apprendre vos langues, mais en sachant d'où nous on vient. J'aime beaucoup. Du même avis avec vous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau de la revalorisation des langues, même par l'État? Parce qu'on n'apprend pas nos langues, pourquoi? Parce que ça ne nous sert à rien, entre guillemets. Tu peux vivre ta vie au Cameroun et mourir sans avoir besoin de parler ton langue.
Effectivement. ta langue maternelle. Bon, je pense pas que ça ne sert à rien. Bon, peut-être quand tu te retrouves au Cameroun, ça ne te sert à rien quand tu sors et que tu rencontres un frère de la même ethnie que toi. Le T'as simple une fait petite de parler fierté. la même langue peut te faire éviter certaines situations. Donc, c'est toujours important de le faire. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut jouer un rôle justement pour que ce soit promis davantage? C'est vrai, le gouvernement doit trouver les mécanismes et faire en sorte que nos langues maternelles soient davantage mises en avant et qu'on sente vraiment l'importance d'apprendre ces langues-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs d'abord une dévalorisation dans la manière dont on l'appelle? Là, j'ai fait exprès de ne pas dire dialecte. Certains disent patois. Mais là, on a dit langue maternelle. C'est une langue tout court, non? Est-ce que c'est vraiment une langue maternelle? C'est une langue comme le français, comme l'arabe, comme le chinois, comme du moins le mandarin. Pas ça, hein? C'est En une fait, langue. c'est comme vous le dites, le fait de l'appeler déjà langue maternelle est une sorte de dévalorisation, mais on n'a pas trop souvent cet esprit éveillé ou cet esprit critique de voir les choses comme ça. Mais maintenant que vous le dites, ça nous interpelle quand même. Et peut-être qu'on devrait, au même titre que les autres langues, considérer nos langues comme des langues, tout court, pas comme des langues. Parce qu'avant que les colons arrivent, c'est ce qu'on parlait, hein. C'était des langues. Et d'ailleurs, dans nos cultures, ce qu'on appelle aujourd'hui nos villages ou bien, je sais pas, nos cantons, ça s'appelait des pays. On disait le pays Bassa, le pays Béti, le pays. Aujourd'hui, le pays, c'est le Cameroun. Mais à la base, les Bassa se considéraient comme étant le pays Bassa. Donc la langue était la langue du pays Bassa. C'était pas la langue de la tribu ou de l'ethnie qui est un peu réducteur aussi, selon moi. Il y a un travail de revalorisation à faire au niveau de l'État, du gouvernement camerounais, pour pouvoir mettre ces langues au même niveau que les autres et montrer aux jeunes qu'effectivement, du moins c'est ce que je garde de vos interventions, montrer aux jeunes qu'effectivement il y a de quoi faire. On va passer à la prochaine question qui se lance. Ok, moi je vais choisir le domaine de la santé. Qui est santé. Quelle est la vision du handicap dans nos sociétés? On met les questions qu'on a déjà mises en mettre ici pour éviter qu'on reprenne les mêmes. Ok. Mais je vais commencer à se répondre. Quelle est la vision du handicap dans notre société? Au Cameroun, vous avez l'impression que les handicapés sont intégrés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir leur permettre d'avoir une vie facile, entre guillemets? Comment est-ce qu'on les perçoit? Est-ce que vous avez des amis qui souffrent de handicap ou qui ont des besoins spécifiques? Ou alors pas du tout? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vivent avec nous tous les jours? Enfin, pour vous, quelle est la vision qu'on a aujourd'hui au Cameroun de handicap? Bon, de manière spécifique, je n'ai pas à ma connaissance des mécanismes très performants mis en place pour les personnes handicapées. Pour peut-être dire les gens qui vont me contredire, les gens qui ont eu une expérience euh, précise. Mais moi, je prends mon cas personnel. J'ai ma mère qui est malvoyante et bon, elle n'a pas vraiment eu euh, une assistance réelle qui pourrait peut-être changer mon avis sur la question. Mais je pense que peut-être il y a les gens qui ont eu des expériences un peu plus positives que la mienne. Donc, et peut-être aussi à notre niveau, on n'a pas cherché la bonne information. Donc, peut-être il existe des mécanismes qu'on ne connaît pas ou bien qui ne sont pas assez présentés au public. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est une question sur laquelle j'hésite à me positionner, mais personnellement, je n'ai pas encore eu une expérience positive de ce côté. Très bien. Moi, je ne pourrais pas parler au nom de la société concernant les handicapés. Je vais parler à mon propre compte. Moi, lorsque je vois un handicapé, ce qui vient d'abord en premier, c'est la pitié. J'ai d'abord pitié de la personne. Ce qui fait en sorte que si un handicapé se place devant moi et une personne qui est en pleine forme se place devant moi et les deux ont le même besoin, je vais beaucoup plus solliciter l'handicapé. Mais il arrive aussi à un certain niveau que l'handicapé n'a pas envie qu'on ait pitié. Oui. Oui, n'a pas envie d'être pitié. Pour la petite histoire, il y a un handicapé dans notre quartier. Son bras est coupé. Et son travail qu'il fait au quartier, c'est livrer les bières aux femmes qui vendent de la boisson. Et un jour, je le trouve à la colline, je vais l'aider à pousser. Il dit que non, je ne dois pas l'aider à pousser. Il dit, mais comment? Tu as de la peine à pousser
ton pouce, laisse-moi t'aider à pousser. Il dit que non, que je regarde comment lui-même est-ce qu'il va pousser son pouce. Il a pris le pouce, l'a mis entre ses deux cuisses et marche arrière. Il monte la colline. Il dit que c'est pas parce qu'on pense qu'ils sont handicapés qu'on doit tout le monde avoir pitié. Il dit ok, il n'y a pas de souci, bon, je voulais juste t'aider parce que il dit que non, lui n'a pas besoin de la pitié. Mais je pense que dans la société, on doit aussi mettre les mécanismes sur pied pour pouvoir les aider à faciliter leurs tâches, que ce soit aussi l'insertion dans les milieux professionnels, que ce soit dans les entreprises et tout, qu'il y ait des mesures adéquates. Par exemple, comme l'émission qu'on a pu tourner ici, un handicap peut pas monter ici, Oui. parce qu'il n'y a que des Il y a escaliers. pas de- oui. Oh oui, effectivement. Il n'y a que des escaliers, il n'y a pas les mesures adaptées aux Pour voir, handicapés. Donc, toute la société est concernée, on doit aussi pouvoir créer des méthodes pour faciliter la tâche aux handicapés. Ce sont aussi des gens comme nous. Même comme ça, on peut pas, ce sont des gens à part entière, même s'ils ont perdu une partie de leur corps, mais ils peuvent aider à la société. Et quand tu parlais justement de pitié, est-ce qu'il n'y a pas une éducation aussi à faire? Parce que toi, instinctivement, tu as eu pitié de lui. Parce que dans ton esprit, tu te dis qu'avoir un handicap, c'est, je sais pas, être réduit ou bien avoir besoin d'aide. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'éducation? Finalement, d'éducation scolaire, est-ce qu'on nous apprend? Enfin, en fait, il faut redonner aussi un honneur aux handicapés, non? Il faut pouvoir leur donner leur orgueil. Je ne sais pas comment dire ça avec des mots, mais qu'ils ne se sentent pas Rejeté. ni réduits. Et que nous aussi, on n'ait pas un regard réducteur envers eux. Ça passe par l'éducation aussi familiale et même scolaire. Justement, par rapport à son anecdote, je comprends plus la réaction de l'handicapé parce qu'il s'est senti inférieur à lui et quand il a voulu proposer son aide. Je pense que le mot handicapé est déjà réducteur parce que C'est péjoratif. ce sont des êtres humains comme nous, mais qui n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir les mêmes aptitudes que nous. Et donc, moi je pense qu'on doit se concentrer sur leurs forces, sur ce qu'ils peuvent apporter de plus à la société, parce que regarder en fonction de leur état physique est un peu rabaissant. C'est ça qui les stigmatise parfois, parce qu'il y a des handicapés qui peuvent produire des choses extraordinaires, que nous-mêmes avec toute notre capacité fonctionnelle, on ne peut pas le faire. Donc, il faut les regarder sur un angle différents, mais en fonction de leurs aptitudes positives, si je peux dire ça comme ça. Bon, concernant les handicapés, je pourrais dire que l'État, je sais pas. Bon, moi, je prends l'exemple, je vais encore partir à l'école. Il y a parfois l'administration vient là pour recenser les handicapés de la classe, soit disant qu'ils ne vont pas payer de la scolarité comme tout le monde. Les gens, pour moi, je trouve ça comme une aide déjà venant de la part de l'État, les handicapés. Et maintenant, moi, je trouve beaucoup, puisque les handicapés sont mis de côté entre nous-mêmes, la société. C'était un matin, je partais à l'école, j'étais dans un taxi, j'avais suivi un journal, le journal de 6 heures, je pense que c'était CATV Radio. On disait, là, le journaliste était en train de parler des cas de les taximans, je ne sais pas, par les voitures qui percutent les malvoyants, donc ils ne les prennent pas en considération, même quand ils veulent traverser la route, déjà quand ils voient le braille, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Donc pour eux, c'est un handicapé, il n'a pas sa place, on s'en fout, on continue, même si on le cogne. C'est un handicapé, on perd quoi. Donc c'est un peu ça. Et pour moi, je trouve ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, parce qu'on est aussi une génération qui est en train de grandir, qu'est-ce que vous faites au quotidien ou qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour changer la donne? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des enfants ou des petits frères, des cousins, Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous, à notre niveau, dans notre entreprise, puisque c'est une entreprise qui est déjà à prendre soin de la santé physique et mentale, on essaie d'inclure tout le monde et on essaie de prendre chacun en fonction de ses aptitudes pour que personne ne se sente exclu. Je pense que si tout le monde essaie de le faire, ça va permettre en sorte qu'ils puissent s'intégrer davantage à la société et qu'ils ne se sentent pas lésés. Donc, c'est ce que moi je peux dire à ce sujet. Moi, je pense qu'on doit éduquer les deux parties. Les handicapés doivent comprendre qu'ils ont besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide, mais ils ont besoin d'aide plus que les autres. Ils doivent accepter d'abord cela. Et les personnes qui sont en pleine forme doivent aussi comprendre qu'ils ont les handicapés et de temps en temps, leurs propos, bien leurs actes ne doivent pas frustrer les handicapés. Lorsque l'handicapé a besoin d'aide, il doit apporter de l'aide à l'handicapé. Mais si l'handicapé a sa petite fierté
on essaie un peu de l'expliquer que malgré ta fierté que tu as, mais à un certain niveau, si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour t'aider. Donc, on doit éduquer les deux parties. Si tu es d'accord Du avec même lui. avis que oui. Bon, je vais commencer par toi, du coup, pour la question aussi. Bon, là, c'est bien beau, on est tous d'accord que c'est pas bien, il faut pas les stigmatiser, il faut les intégrer. Maintenant, cas pratique, tu rencontres un gars, il souffre de handicap. Tu peux épouser ou pas du tout? Ou est-ce que tu seras réticente parce qu'il souffre de handicap? Quand tu as fini de nous dire que c'est des êtres humains comme nous, c'est un fait aussi. Je pense que c'est aussi une question qu'eux, ils se posent. Ils ne vont pas se marier tous entre eux. Et le handicap peut être minime, hein, ça peut être... Enfin, parce que quand on dit souvent que quelqu'un a un handicap, on s'imagine vraiment un tétraplégique. Non. Est-ce que tu pourrais donc maintenant, concrètement, pour l'intégrer, dire que tu pourrais te mettre avec un homme qui est financièrement indépendant, qui est intelligent, qui est plutôt bel homme, mais simplement il a un handicap? Ah, Je pourrais. là, maintenant, ça rigole beaucoup, hein. Ça, elle a beaucoup réfléchi. En fait, elle a la télé, donc même si c'est filmé, même si c'est qu'elle ne pourrait pas, elle va dire qu'elle pourrait. Mais tu pourrais. Ça ne te dérangerait pas. Ouais. Messieurs, Pour moi, nous en avons fait à la deux. question du mariage, ce n'est pas une question d'aptitude physique. C'est en fonction du ressenti, en fait, de la connexion avec la personne. Donc, quand il y a Avant connexion, il y a d'abord rencontre. Tu la vois d'abord, elle doit te plaire physiquement. C'est-à-dire, tu vois une fille, elle est jolie. Toi-même, c'est ton genre. Je ne sais pas si tu aimes les filles claires ou bien plutôt foncées, plutôt blanches, asiatiques, peu importe. C'est ton genre de fille. C'est comme donc, vraiment, là, physiquement, c'est ce que tu aimes. C'est son seul truc. Ou alors, le seul, je ne sais pas, c'est qu'elle a un handicap. C'est donc ce que je suis en train de dire. Que Mhm. je ne peux pas décider de me marier en fonction de l'apparence physique. Peut-être je peux dire, ça aurait été différent si tu demandais est-ce que je peux sortir avec Oui, une bon, est-ce personne. que tu peux sortir avec elle alors? Bon, Est-ce que tu peux la différent. draguer? Ah bon, c'est vrai que le mariage, c'est un peu trop. Est-ce que tu peux d'abord la draguer? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, Ok. c'est possible. Ok. Et tu as déjà eu une expérience comme ça? Non, il pense que c'est Pas des du tout. problèmes. Ok. Moi, je pense que être en couple avec une personne handicapée n'est pas un problème. Si et seulement si la personne incarne les valeurs que l'on recherche chez un partenaire ou bien chez une partenaire, ce n'est pas un problème. Parce que si tu recherches les valeurs d'une femme soumise, une femme propre, une femme qui peut éduquer les enfants, malgré le fait qu'elle ait un handicap, si tu retrouves les valeurs chez la personne, je ne trouve pas de problème. Donc moi, je suis totalement d'accord. Si et seulement si la personne a les valeurs que je recherche. Avant d'arriver aux valeurs, parce que les valeurs que tu vas comprendre ces valeurs comment si tu n'as pas encore même déjà fait le pas. De toute façon, on se comprend. Parce que vous m'amenez dans les valeurs, c'est beau. Vous voulez me faire les choses des films. Mais en Les- même temps, il faut savoir aussi qu'on peut être bien portant aujourd'hui et Oui, handicapé. handicapé demain, c'est ce que vous Donc, voulez dire. est-ce que si aujourd'hui tu épouses quelqu'un qui était bien porté et que la personne est déjà handicapée, tu Est-ce vas que pas tu vas arrêter la rester? personne? Ok, vous allez rester. Oui, Surtout vous les hommes, ton collègue n'a pas les d'accord. Si j'ai déjà épousé et que Uh-huh. l'handicap est arrivé, non, je peux supporter du début jusqu'à la fin. Et si à la base, elle était même déjà comme ça? Si à la base elle était comme ça, si je suis déjà parti, ça veut dire que je sais ce que je recherche chez elle. Donc, Ok. je vais supporter. Pour la petite histoire, ils ont déjà eu à aborder une fille sourde-muette, donc elle n'arrive même pas à bien s'exprimer, mais Et vous communiquez comment? on communique très bien. Elle entend, mais elle ne parvient pas Ah, à s'exprimer. elle est muette, mais elle n'est pas Oui, sourde. Du coup, oui. tu as. Ok, elle entendait. Oui, elle entendait très bien, on communiquait très bien. Bon, c'est juste les parents qui s'est imposé sur la relation. Et parlant du côté de la fille, parce que chez moi, mes parents chez nous n'imposent pas certains choix aux garçons. Mais les parents de la fille ont carrément dit que c'est de la pitié que j'éprouve et qu'ils n'ont pas besoin que j'épouse les filles Ok. pour de la pitié. On a fait comprendre que non, c'est pas de la pitié. Donc, bon, et ça s'est terminé comme ça, on n'a pas pu forcer les choses. Très bien. Et du coup, elle parlait le langage des signes, je suppose, pour pouvoir. Effectivement. Et c'était toi, ce tu qui comprends le était langage bien des aussi. signes? Je ne comprenais pas, mais elle m'apprenait déjà à communiquer très facilement avec le langage des signes. C'est un point aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas tous parler le langage des signes? Moi, je ne parle pas le langage des signes, mais est-ce qu'on ne devrait pas nous apprendre à l'école à parler le langage des signes? Pourquoi pas, c'est pareil. C'est pas une mauvaise idée en soi parce que ça permet aussi qu'on puisse communiquer avec ceux qui ne parviennent pas à parler. Et c'est plus facile de les comprendre parce que si on n'arrive pas à les comprendre, les aider devient difficile. Aider, on t'a dit que le terme aider là, Bon, les dérange. Les intégrer les peut-être, intégrer devient oui. difficile. Aider, non. On ne va pas les aider. Nous-mêmes, on n'a pas réussi à s'aider nous-mêmes. On
cohabiter, on va s'intégrer. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a dit tout le monde ici là peut épouser un handicapé, c'est une personne souffrant de handicap ou alors avec des besoins spécifiques. Parce que le mot handicapé, effectivement, je sais pas, mais je sais pas comment, j'arrive pas trop à trouver d'autres termes. Chacun ici là peut visiblement épouser personnes souffrant de handicap. Dans le monde de business dans lequel nous sommes ici, hein, parce que dans le monde réel, je pense que c'est une vraie question. Et je crois qu'il y a une jeune fille que je suis sur TikTok qui souffre de handicap, justement. Je crois qu'elle est en France. Maintenant, elle s'est mariée avec un blanc qui lui aussi a un handicap. Mais elle raconte souvent ses expériences au Cameroun, à quel point il y a des hommes parfois qui venaient même juste par curiosité. Genre, pour eux, c'était un délit d'être avec une fille souffrant de handicap juste pour assouvir leurs besoins. Lorsque c'était terminé, ils disparaissaient. C'est aussi des réalités qu'ils rencontrent. Et ça, c'est fort dommage. Ça part aussi d'une éducation. Donc, en fait, tout est un peu lié. OK. Prochaine question. Ok. Moi, je vais commencer par l'éducation. Très Ça bien. me concerne vraiment. OK. Si tu devrais faire une autre filière que celle que tu as fait actuellement, quelle serait la filière? Je pense que si, parce qu'à la base, j'ai fait comptabilité et gestion parce que j'ai un bac CG. S'il arrivait que je devais changer la filière et choisir une autre filière actuellement, je pense que ça devait être la mécanique. Oui, ça devait être la mécanique. Parce qu'actuellement où je suis gérant d'une laverie et parfois locateur, l'appareil qui nous permet de pomper les voitures est en panne. Et lorsque j'appelle le dépanneur, il arrive, on ne dépense pas moins de 15 000, pas moins de 25 000. Juste, il arrive juste là, il détache la machine, il touche, il dit que ça fait 25 000. Je me dis que si à l'école j'apprenais la mécanique, peut-être je pourrais aussi être comme je sais par jour, m'appeler dans 2 ou 3 ans pour dépanner, j'ai mes 25 000, 50 000, ça pourrait être plus facile. Parce que la comptabilité et gestion que j'ai fait, je me suis juste limité au niveau du bac et je n'ai pas trouvé un boulot pour ça et je ne vois pas qui peut m'employer pour venir gagner 25 000 ou bien 75 000 la journée. Donc, je préfère la mécanique, quelque chose qui est plus pratique directement sur le terrain. OK. Donc, tu aurais voulu un métier plus pratique. Très bien. Moi, actuellement, je suis étudiant à l'INGS en gestion des infrastructures sportives. Et bon, si je devais choisir une autre filière, ce serait d'être réalisateur, ce serait faire l'art du spectacle. Parce que réaliser des films et des vidéos, c'est ce que j'aime bien à part faire du sport. Donc, ça aurait été quelque chose que j'aurais pu faire. Très bien. Et tu penses qu'au Cameroun, ça aurait été viable en termes de rémunération? Ouais, bon, pour la petite histoire, c'est d'abord quelque chose que j'ai fait avant d'aller à l'INGS. Je vais commencer à le faire à Bamenda après, à cause de la crise anglophone, j'ai arrêté. Donc, et aujourd'hui, mes camarades qui ont continué sont bien. C'est une industrie qui Qui fonctionne. fonctionne déjà. Très bien. Bon. Si je devais choisir une autre filière, pas celle que je fais actuellement, je choisirais une filière toujours en rapport avec la communication, la publicité. Parce que j'aime cette filière. On fait de la communication d'une autre manière. Je ne sais pas comment dire. On crée de nouvelles choses. Bon, je ne sais pas, on fait parler des marques et tout, ça m'intéresse bien. Donc, à part ma filière, si j'aurais choisi une autre filière, c'est vraiment la publicité. Très bien. Et ça paye aussi bien. Très bien. Et justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le système scolaire, c'est-à-dire les filières qu'on nous propose, sont en adéquation avec le marché du travail? Par exemple, là, il disait que lui, il a dit qu'il aurait voulu avoir un métier plus technique. Est-ce qu'au lycée, on n'a pas bien orienté? Est-ce qu'on nous donne des filières qui ne sont pas adaptées derrière au marché du travail, comme je dis, permettre de pouvoir vraiment se débrouiller? Ou est-ce que pour vous, savoir, on a toutes les filières, on a assez d'étudiants qui sortent des bonnes filières, entre guillemets, et qui réussissent à trouver le travail derrière? Bon, déjà, pour moi, je pense que c'est une question d'orientation, comme vous le dites. Et ce que nos parents, d'abord, parce que je vais commencer par la maison, n'ont pas compris, c'est que nous sommes dans une époque qui est différente de la leur, parce qu'à leur époque, tu pouvais faire l'école et puis après, tu trouves du travail. Maintenant, on est dans un optique, pardon, où l'État dit qu'il ne peut pas employer tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on doit préparer les enfants à sortir de l'école et pouvoir créer eux-mêmes des emplois aussi. Donc, pour moi, un jeune qui veut réussir demain, c'est un jeune qui doit s'orienter vers
une profession qui va lui permettre de pouvoir s'auto-employer, même si après son parcours académique, il n'est pas même pas à trouver du travail. Voyez. Très bien. La question. Du coup, je demandais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le marché du travail est en accord avec les formations que l'on propose ou pas du tout? Pour moi, je peux dire que c'est un accord parce qu'au Cameroun, d'abord, on a plusieurs lycées. On a un lycée technique, on a un lycée général et tout. Bon, dans le lycée technique, on fait, je sais pas, comme il a dit, mécanique. Il y a plusieurs filières là-bas. C'est un peu comme au lycée général, on sait qu'il y a la C, la A, la D. Bon, moi, je trouvais que c'est un En rapport. adéquation, Oui, ok. c'est en adéquation. Mais est-ce que les étudiants... J'ai l'impression qu'il y a plus de gens dans la générale que la technique, mais c'est mon impression. C'est pas Non, ton non. Il y impression a à toi, plus de ça. gens Mais le général. problème est que c'est maintenant que les gens se rendent compte. Je ne suis pas du même Les- avis. C'est maintenant que les partis se rendent compte. Quand ils parlent de partis, ils parlent de l'État, la société et les élèves en question. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que ce sont les métiers techniques qui peuvent développer un pays. Parce que je prends un exemple très simple. Dans mon lycée, dans mon village, il n'y avait juste que le lycée bilingue. Il n'y avait pas le lycée technique. L'année où le lycée technique est arrivé, plusieurs parents envoyaient leurs enfants au lycée technique. Du simple fait que va apprendre à construire la maison et rentre de construire les maisons. Oui. Et maintenant, on peut voir que l'État multiplie déjà les lycées techniques presque partout. Quelque chose qui ne se faisait pas avant. Or, actuellement, on a les lycées techniques qui sont un peu de partout, les centres de formation et partout et partout. Et beaucoup plus de personnes maintenant sollicitent maintenant l'enseignement technique que l'enseignement général. Mais c'est quelque chose que les gens viennent de comprendre que c'est ça qui peut les aider plus facilement. Ah oui, parce que la plupart des élèves, dès qu'ils arrivent en troisième, en seconde, parlent en technique. Ok. Parce que justement, on nous dit entrepreneuriat, 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 mais est-ce qu'à l'école, on nous apprend à entreprendre? Quand tu fais la générale, quand tu as un bac A, à la fin, en réalité, si on dit qu'on s'arrête au bac, parce que beaucoup de gens ne sont pas à l'université parce que les parents n'ont pas les moyens de payer l'université. Ou bien, non, tu nous payes le temps, il faut que tu ailles faire un truc qui va nous donner de l'argent rapidement, c'est trop long. Mais avec un bac A aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Camerounais peut faire? Concrètement, si on dit que bon, on sort de l'école et il ne sait rien faire en soi. Ouais, tu vois, il ne sait rien faire du tout. Et donc, en fait, moi, je pense qu'au départ, le lycée technique était un peu vu comme un lycée pour les moins intelligents. Et Moins pourtant, au effectués. contraire, ça devrait être ceux qui sont très intelligents qui devraient plutôt aller au lycée technique. Et c'est pour ça que la plupart de ceux qui ont choisi l'enseignement général se retrouvent un peu coincés parce qu'après tes études, tu ne sais rien faire pratiquement. Et en plus de ça, il n'y a pas euh, cette volonté d'inculquer l'entrepreneuriat déjà au niveau de la base. Je pense que quand même, j'ai lu un truc sur Facebook où ça tend d'être inculqué dans certaines écoles déjà, ce qui est bien, parce que ceux d'avant n'avaient pas vraiment cette possibilité de sortir et savoir ce qu'ils peuvent faire, à part peut-être de continuer leurs études. Donc, c'est un peu très difficile pour ceux qui font l'enseignement général. Il a raison parce que je déplore d'abord dans certains lycées, surtout les lycées généraux. Je suis arrivée dans un lycée, il n'y a pas de salle informatique, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, vous apprenez c'est la théorie, jamais de pratique. Bon, ce qui fait qu'un enfant va sortir de là, il sait quand même qu'il sait disserter, il sait concocter, mais déjà, il ne sait même pas comment on allume une machine. Moi, Je vais juste appuyer ce qu'il vient de dire. Les gens ne doivent pas s'orienter à l'enseignement technique parce qu'ils sont moins performants. Au contraire, lorsque tu choisis l'enseignement technique, ça veut dire que tu dois faire doublement d'efforts. Parce qu'à l'enseignement technique, déjà, on fait déjà toutes les leçons qu'on trouve à l'enseignement général, que ce soit le français, l'anglais, les mathématiques. Maintenant, vous ajoutez vos matières spécifiques de ta filière. Donc, les gens doivent être plus rassurés et très intelligents pour choisir l'enseignement technique. Donc, les parents ne doivent pas envoyer les enfants là-bas parce qu'ils veulent juste que l'enfant puisse apprendre un métier et revenir appliquer. Ça ne serait pas facile pour l'enfant. Lorsque l'enfant a les aptitudes d'être un technicien, c'est là qu'on peut orienter l'enfant à l'enseignement technique. Mais quand vous affirmez justement que, parce que j'aimerais que vous êtes tous d'accord, que finalement le système actuel, éducatif tel qu'il est en accord avec les besoins. Mais on est quand même dans une ère de l'IA. Je ne suis pas sûre au Cameroun, l'université qui a déjà ces... Bon, il y a l'IA et Cameroun. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent déjà l'IA. Ils font l'informatique, mais je ne suis pas sûre qu'ils fassent l'IA. On est dans une ère où on a des richesses. On a le pétrole, on a l'uranium, on a le manganèse. On a plein de matériaux là qui sont inutilisés, qui sont pas... On a le diamant même dans l'Est.
Est-ce que vous pensez qu'un Camerounais sorti de l'école au Cameroun peut transformer ses matières premières? Parce que c'est ça. Si on dit qu'on est riche dans la terre, mais que cette richesse-là n'a pas les compétences qui vont avec pour pouvoir les transformer. Parce que les gens sont devenus riches à l'extérieur parce qu'ils ont réussi à développer des machines, des industries. Est-ce que le Camerounais, un jeune Camerounais formé au Cameroun, a les compétences pour développer vraiment les richesses souterraines qu'on a? Je n'ai pas l'impression, maintenant vous me dites. Enfin, moi, j'ai pas dit en fait que notre système était en adéquation avec le besoin d'emploi du marché. Mais maintenant, c'est l'État qui doit, en fonction de ses besoins, de ce que le pays a besoin. Demain, c'est lui qui doit orienter la politique de l'éducation. Parce que si un jeune ne trouve pas d'université où il doit aller se former sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça veut dire que peut-être l'État n'a pas besoin des gens qui vont développer des applications qui ont besoin de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que l'État doit mettre en œuvre, doit orienter l'éducation en fonction des besoins du pays pour qu'on puisse sortir une main-d'œuvre compétente qui va nous aider à résoudre les problèmes dont on fait face actuellement. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin ou est-ce qu'ils préfèrent aller chercher ailleurs? Parce que moi, je vois que dans ce domaine-là, l'État, quand il a besoin des compétences concrètes, on va dire ça comme ça, on fait venir les Chinois, on fait venir les Français. Au Cameroun, toutes les routes, du moins le peu qu'on a, que je vois construites, sont construites souvent par les entreprises étrangères. Est-ce qu'on ne peut pas au Cameroun créer des gens qui peuvent construire des routes? Est-ce qu'on n'est pas capable de créer des Camerounais qui peuvent justement gagner des marchés, construire des routes, trouver des entreprises comme ça? C'est pas possible. C'est possible puisque les Camerounais sont parmi les plus brillants dans le monde. On ne cite plus les Camerounais qui se distinguent dans tous les domaines d'activité. Mais non, on ne sait pas pourquoi, à notre niveau, on n'arrive pas à former chez nous. On ne sait pas si peut-être l'État valorise plus la compétence externe. Est-ce que, il y a un doute au niveau de nos compétences ici? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? La question revient à l'État. Parce qu'en fait, c'est dans tous les domaines et c'est difficile pour qu'on nous donne la chance à ceux qui sont au pays. On a vu récemment avec la dernière CAN, lorsqu'on a nommé le coach camerounais, il y a eu beaucoup de tapage médiatique, mais après, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Donc, si on peut s'appuyer sur ça pour davantage faire confiance à nos ressources locales, pourquoi pas de mettre en place des universités qui vont pouvoir former des ingénieurs qui seront capables de construire nos routes, qui seront capables de mener notre pays à l'émergence qu'on vise en 2035. Donc, c'est tout ce que l'État doit faire en avenant parce que importer la connaissance externe ne nous aide pas vraiment pour le futur. Moi, j'ai compris la question dans le sens où vous questionnez la qualité de l'éducation qu'on reçoit au Cameroun. Si la qualité est bonne et que si les élèves qui ont appris un métier sont capables de les appliquer sur le terrain. Moi, je dirais d'abord pour un premier temps l'éducation de bonne qualité. Mais c'est le manque de sérieux des élèves ou bien des apprenants qui cause problème. Je prends un exemple. J'ai une grande sœur qui a eu le concours de l'école normale. Elle devait être censée être en formation. Et par semestre, ils ont 3 mois de cours. Elle arrivait juste lorsqu'il faut composer. Et elle réussissait à composer et elle validait toutes ses matières. Lorsque tu lui poses place devant les faits, de donner cours ou bien d'expliquer quelque chose à un enfant, elle est incapable d'expliquer. Mais d'autre côté, donc, tu te rends compte que ses collègues qui étaient assidus à l'école, qui partaient à l'école normalement, se sentent très libres de s'exprimer, bien d'expliquer quelque chose à un enfant et l'enfant puisse comprendre. Donc, je pense que l'éducation est de qualité, mais ce sont les apprenants qui ne sont pas sérieux. Il est bien vrai qu'à la fin, ils ont des diplômes. Est-ce qu'ils sont capables d'appliquer cela? Je ne pense pas. Parce qu'une personne qui est bien consciente, qui cherche un métier ou bien qui veut apprendre un métier, tu te donnes à fond. Au Cameroun, il y a les experts pour ça. Il y a les enseignants qui sont tellement experts dans toutes les matières. Mais le problème revient au niveau des apprenants. Ils ne sont pas très sérieux, ils ne prennent pas ce qu'ils ont choisi tellement au sérieux, ils ne se donnent pas à fond. Et du coup, ils ont les diplômes sans avoir la partie ou bien sans connaître ce qu'ils sont censés apprendre. Donc le problème, ce sont les apprenants. Tu es d'accord avec ça? De ma part. Elle n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le problème peut aussi être, je sais pas, par exemple, dans les écoles, tu vas arriver d'une école
Moi, par exemple, je fais communication, il n'y a pas peut-être de salle d'informatique et qu'on sort. Donc, on vous demande à vous d'aller vous chercher. Il y a des classes sociales, il y a des gens peut-être la personne a quitté son village, tout le village a fait la quête pour qu'on paye la scolarité. Et vous allez venir dire à cette personne peut-être de payer une machine de 150 000. Et pourtant, s'il y avait une machine à l'école, par exemple, cette machine pouvait aider cette personne. On dit avec la machine, on te dit, regarde comment on allume, regarde, regarde. Et déjà, quand cette personne va finir sa formation sans peut-être savoir allumer la machine, est-ce que c'est de la faute de la personne, non? Moi, je ne partage pas son avis. Donc peut-être que de son expérience aussi, du coup, je pense qu'il y a peut-être une double responsabilité des deux côtés. Ouais. Des deux côtés. Ok, très bien. Mais bon, moi, je pense personnellement que l'éducation camerounaise n'est pas adaptée aux besoins et aux enjeux. On ne peut pas être en 2026, on a les filières, les facs en langue germanique, langue moderne française, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Ce sont les filières qu'on devrait fermer. Quand un élève va, il fait 5 ans, il sort. On fait quoi avec ça? Non, mais sérieusement, dans un pays où les gens, dans le monde, les gens sont en train d'aller dans les. Ils partent dans les. Comment dire ça? Dans les fusées spatiales. Je me pose une question. Toi, peut-être que tu as parti en France. Est-ce qu'il y a une école en France où on apprend que, par exemple, une langue camerounaise? Ça existe pas. Mais tu arrives ici, tu vas voir des écoles où on apprend que le français, on apprend que l'allemand, on apprend que. Mais là, même les Chinois arrivés, c'est grave. C'est juste incroyable. Oui, les langues doivent être à côté, mais on ne va pas en faire tout ton cursus académique. On ne va pas produire des centaines de gens par an qui sortent et qui sont, je sais pas moi, docteurs en langue moderne française, alors qu'il n'y a pas assez de médecins au Cameroun. Vous savez qu'une statistique dit qu'il y a plus de médecins camerounais en France qu'au Cameroun. Alors qu'au Cameroun, on manque de médecins. Bon, là, ça pose aussi les questions comment on appelle ça, des salaires des enseignants et même des médecins. Parce que là, dès qu'on aurait le Canada, par exemple, tout le monde est parti. Parce que le Cameroun ne nous offre pas beaucoup de possibilités, malheureusement. Même quand tu fais un bac plus 7, après tu te retrouves à toucher de 100 000, 200 000. C'est pas intéressant. Ok. Prochaine question. Que voulez-vous prendre? Politique? Ah, ça c'est politique. Non, tu peux prendre autre chose. La politique. Relation. La fidélité est-elle une notion féminine? Est-ce que la fidélité est une notion féminine? Au cas où vous ne comprenez pas, j'explique ça en français facile. C'est mieux. Ça veut dire que, est-ce que pour vous, il n'y a que les femmes qui doivent être fidèles? Est-ce que pour vous, quand un homme est infidèle, c'est normal? Quand une femme est infidèle, c'est la catastrophe. La fidélité est une notion féminine. Comment je commence par elle? C'est lui qui a lu la question. Non, je vais d'abord les avis. C'est ça, on veut d'abord les avis des hommes. Moi, ce qui me concerne, bon, c'est une histoire qui concerne les deux genres, c'est les hommes comme les femmes. Maintenant, la femme représente plus cette vertu de fidélité. Parce que dans les livres. Je viens m'asseoir, pardon. Bon, on prend le livre le plus ancien. On a toujours vu des grands hommes de l'histoire de la Bible qui ont eu plusieurs femmes. Et bon, là, c'était pas l'infidélité, là, c'était dans le cas de la polygamie, en fait. Maintenant, la question devrait d'abord être qu'est-ce que c'est qu'être infidèle? Pour moi, être infidèle, c'est peut-être trahir la confiance, trahir l'amour. Donc, ça peut arriver qu'on puisse avoir, comment dire, une faiblesse de la chair qui puisse arriver une ou deux fois, parce que à la fin, nous sommes des humains. Il est très difficile, peut-être, pour les hommes, par rapport aux femmes, de se contrôler. Je ne suis pas en train de... Il est plus difficile. Elle a même versé l'eau tellement. Ce que tu dis là l'a choqué. Il est plus difficile pour les hommes de se contrôler par rapport aux femmes. C'est un fait, en fait. Ça se base sur quelle étude scientifique? Bon, on n'a pas besoin d'une étude scientifique pour ça parce que nous sommes les hommes et au quotidien, nous sommes confrontés à beaucoup de tentations. C'est vrai que les femmes le sont aussi, mais elles ont cette capacité elles ont beaucoup plus la capacité à résister. Donc vous dites que les femmes sont plus fortes que les hommes?
en ce qui concerne la fidélité. Et pourquoi ils sont seulement forts dans la fidélité et pas ailleurs? Parce que, bon, pourquoi leur force s'éteint Non, personne n'a dit ailleurs? que les femmes n'étaient pas fortes que les hommes sur d'autres domaines. Mais en ce qui concerne cette thématique spécifiquement, je pense que les femmes sont beaucoup plus aptes à résister à la tentation par rapport aux hommes. Ok. Je reviendrai, mais que ton frère nous dise aussi. Moi, je dirais que les deux êtres ne fonctionnent pas de la même façon. La femme et l'homme, ils n'ont pas le même... Parle un peu fort parce que ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas faire comme si tu étais timide. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Lorsque une femme décide de te tromper, ça veut dire que c'est tous tes problèmes de la maison qui sont dehors. Un homme peut tromper une femme en aimant sa femme plus que la tisa qui est dehors. Je peux le dire ici. Mais lorsque la femme décide de sortir dehors, sache que toi, l'homme, tous tes problèmes sont déjà dehors. Effectivement. Un homme peut tromper une femme, par exemple, si la femme ne réussit pas à le satisfaire, il peut se satisfaire ailleurs, mais il aime sa femme à la maison. Mais lorsque la femme elle-même décide d'aller dehors, la femme est plus émotionnelle. Donc, tous les secrets de la maison, tous les problèmes de la maison seront versés dehors. Pourtant, l'homme ne peut pas faire cela. Voilà où l'infidélité de la femme est tellement dangereux par rapport à l'infidélité de l'homme. Ça veut dire que pour vous, l'infidélité est une notion féminine. La femme doit être Pardon. fidèle. Parce que c'est elle, la pièce fondamentale de la maison. C'est elle qui garde la maison. Elle doit être fidèle. Parce que lorsque la femme trompe, c'est tous les problèmes de la maison qui sont dehors. Pourtant, l'homme peut tromper en aimant sa femme et les problèmes de la maison restent à la maison. Les problèmes de la tise restent là-bas. Il aime tellement sa femme qu'il la trompe. Quel amour démesuré quand même. C'est pas question de l'amour démesuré. Mais il t'aime tellement que pour ton bien, il te trompe. Mais t'inquiète pas, il t'aime. Qu'est-ce que tu en penses, Rani? Pour moi, la fidélité, c'est pas une notion féminine. Ça concerne les deux personnes. Parce que quand déjà on s'engage à épouser une femme, ça veut dire même devant le maire, on dit, te promet fidélité. Donc, tu ne vas pas dire ça et arriver et dire que non, je suis un homme, il ne peut pas être fidèle, il veut tromper ma fille. Donc, ça, ce sont les choses qui arrivent, c'est une erreur. Non. Moi, ça ne se cautionne pas. Et je ne sais pas si vous voyez un peu comment le plateau s'est divisé là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Les femmes, d'un côté, vous ont expliqué. Non, parce que les femmes en souffrent mais c'est ça. énormément. Mais je pense que ça révèle l'éducation. Moi, africaine. c'est comme tu l'as dit, c'est un réel problème d'éducation parce que on ne prépare pas que ce soit les hommes, peut-être les femmes au mariage, parce que c'est que la fidélité. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui. C'est quelque chose en fait qui doit être comme une éducation de base, comme la langue maternelle. Parce que avant de peut-être construire des hommes qui sont compétents, on doit d'abord pouvoir construire des bonnes personnes. Et faire des bonnes personnes, ça passe par une bonne éducation, une éducation de qualité. Donc c'est quelque chose qui doit être ancré dans notre éducation pour que ça puisse suivre à l'âge adulte. Parce que peut-être vous n'avez pas que j'ai envie de trouver une excuse pour ceux qui le font. Vous n'avez pas peut-être demandé à quelqu'un qui a peut-être toujours vu son père avec plusieurs femmes d'être fidèle du jour au lendemain parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas reçu. Ce n'est pas ce qu'il a reçu de son père. Et ce n'est pas peut-être que dans le domaine de la fidélité, dans beaucoup d'autres domaines où aujourd'hui il y a des difficultés auquel tu fais face et tu te dis, mais bon, peut-être mon père m'avait dit que quand tu vas avoir l'âge, si tu vas être confronté à ça ou ça, et arriver à cet âge, tu peux faire ça, ça pour éviter de tomber dans tel piège. Peut-être ça devait nous aider davantage à réduire ce genre de problème. Donc, on doit mettre l'accent sur l'éducation à ce niveau, c'est vrai. Mais naturellement, moi, je continue de penser qu'il est beaucoup plus facile que les femmes résistent à la tentation. Tu penses que, parce qu'on dit naturellement en philosophie, ça veut dire ce qui émane de toi, de ta personne. Culturellement, c'est ce qui est avec la société. Donc, ça veut dire que naturellement, tu penses que Dieu, en créant les hommes, ont mis une petite goutte d'infidélité et les femmes lui ont mis la goutte de fidélité. C'est ça? Pour toi, c'est naturel. Et pour ajouter, tu as dit que les enfants, quand ils grandissent, les hommes, ils voient leur père avec plusieurs femmes. Donc, pour eux, ça devient normal d'avoir plusieurs femmes. Mais est-ce que l'enfant ne va pas aussi que sa mère souffre de cette infidélité? Est-ce qu'il peut pas se dire que comme ma mère souffrait, avec ma femme souffre? Pourquoi est-ce que l'enfant décide que lui, il va faire ce que le père faisait qui n'était pas bien? Mais il laisse le côté où la mère pleurait. Donc ça veut dire que pour vous, les pleurs d'une femme, c'est pas important. C'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais chez les enfants, de capter ce qui est positif. C'est-à-dire que les enfants coupent plus
nos actes. Mais est-ce que tu es plus un enfant, tu es déjà une grande personne. Mais tu continues à cautionner ce que tu aurais capté, soi-disant. Sauf que en fait, quand je défends mon idée, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je fais. J'aime pas que ça tu faisais. Je sais que tu es fidèle. Je voulais seulement dire que normalement, une fois que tu as grandi, donc, tu devrais pour toi pouvoir te dire que quand j'ai la capacité de savoir quel est le bien et le mal, je choisis le bien. Naturellement, nous tous on a envie de choisir le bien. Mais qu'est-ce que c'est? Tous ceux Qu'est-ce que c'est? qui trompent leurs femmes ne le font pas. Non, tu as dit nous tous. Pourquoi tu me demandes de te mettre à l'écart? On a envie de choisir le bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais sauf que Le diable ne fait que. c'est le diable qui ne fait que. En fait, c'est au-dessus de notre force spirituelle. Ok. Mais en fait, je pense que tous les hommes n'ont pas cette volonté-là de blesser leurs femmes. Mais bref, c'est quelque chose qui est parfois surnaturel qu'on n'arrive pas à expliquer. Bon. Donc, on est en train de travailler dessus. Ok. On arrive. Et pour une femme que, par exemple, comme ta femme, première fois, elle supporte, elle te pardonne, tu dis, tu vas plus recommencer, tu le fais, ça devient une répétition, elle souffre chaque jour et tout. Moi, j'affirme ceci, demander à un homme d'être fidèle, c'est aller à l'encontre de la nature, Hey. surtout de la nature africaine. Effectivement, si tous les hommes sont fidèles, qui va épouser le reste des femmes qui sont au monde? Non, c'est quelque chose qui n'est pas... Celle que tu appelles tissa entre guillemets, là, tu l'épouses. Tu peux l'épouser, mais avant de l'épouser, tu dois d'abord Si tu l'épouser as avant de signé l'épouser. monogamie, par exemple. Bon. Non, Ça, c'est un aussi homme un avec problème. ne peut pas signer monogamie. Ah bon. Ah non, avec, je sais pas si c'est mon Il ami. ne peut pas signer. Donc, toi, comme ça, tu es un futur polygame. Ça, c'est J'espère que tu entends, madame. Je ne sais pas où tu es, mais il dit qu'il sera polygame. Donc, bon. ça, c'est Ok. clair. Mais est-ce que être polygame, ce n'est pas une mauvaise chose si la première femme est d'accord? Nous sommes en train de parler de fidélité et pas de polygamie. Bon. Parce qu'effectivement, je crois que c'est une autre question, mais cette carte, Voilà. les cartes-là. Nous sommes en train de... À qui profite la polygamie? On en reparlera sans doute dans une autre émission. Lorsque quelqu'un d'autre tirera cette question, je lui demanderai. Mais en fait, moi, c'est juste le reflet. En fait, je ne suis même pas choquée parce que c'est vraiment le reflet de comment on est éduqué. Mais je pense, ou j'espère, que notre génération va pouvoir couper ça quand même. Vous ne pouvez pas me dire que parce qu'on a trouvé, parce que c'est logique, parce que l'Afrique, parce que... Bon, ceux qui font là, eux ne sont pas des hommes aussi. Parce que tu as dit que l'homme est naturellement. Donc, les hommes qui ne sont pas de votre continent, ils ne font peut-être pas. Combien d'hommes sur 100 sont fidèles? J'en sais rien. Dis-moi. C'est toi l'homme, non? C'est très difficile, en fait. Donc, Parce tous les qu'en hommes fait, font. on a pour coutume de dire que tu es fidèle tant qu'on ne t'a pas encore attrapé. Donc, il est très difficile de trouver des hommes qui ont des convictions profondes de fidélité, qui disent vraiment ce qu'ils pensent. Parce que, il faut être honnête, l'homme est aussi beaucoup trop hypocrite. Parce que les gens vont venir dire que, bon, je ne suis pas pour la fidélité, parce qu'on ne les a pas encore attrapés. Donc, c'est... Pour résister, en fait, pour être ce genre d'homme, il faut avoir des valeurs profondes, des convictions profondes, vraiment, de fidélité. C'est un autre niveau de spiritualité, en fait. De spiritualité. Moi, j'ai une question pour les deux garçons du plateau. Pourquoi, quand une femme trompe, c'est un problème, mais quand c'est l'homme, on doit accepter? Moi, il dit ceci, lorsque la femme trompe, c'est un peu parce que la femme est plus émotionnelle. Lorsque la femme décide de te tromper, ça veut dire que tout son être, son cœur, son corps est déjà dehors. Pourtant, l'homme peut tromper en ayant tous ces éléments à la maison. Il peut juste te tromper pour la chair, mais il aime ça. Mais elle ne s'est pas trompée pour la chaîne. Donc, comment pensez que vous êtes formés de quelle façon que... Genre, on a pris quel sable pour fabriquer les hommes qui ferait que... C'était la côte des hommes. La côte, c'est pour faire la femme, non? Ça veut dire qu'on vient même de vous. Donc, on a même les mêmes esprits que vous. Non. Seulement que nous, il y a du respect, enfin, je veux C'est dire. la côte de fidélité là qu'on a allégée. Ah, ok. On a enlevé votre code de fidélité pour former la femme. C'est très bien. Non, pas mal. Vraiment pas mal. Je ne m'y attendais pas. Pas mal. Je suis choquée. Mais je pense qu'il y a une éducation à refaire. Et ça, c'est aussi le travail des mères. Parce que parfois, même, vous en entendez, on parle de fidélité, machin, mais parfois, même, il y a les mères qui vont encourager leur fils. En disant qu'un homme, c'est normal. familles. Alors qu'elle met la fidélité. Comme chez les musulmans. Comme chez les musulmans. Oui. Chez les musulmans, qu'est-ce qui Les se passe? musulmans, à la base, ils savent qu'ils ont le droit d'épouser 4 femmes. Et ils Bon, peuvent là, c'est aller plus au-delà. l'infidélité, c'est la polygamie. Avant d'épouser, tu passes d'abord par l'infidélité avant d'épouser, justement. Tu trompes d'abord ta femme avant d'arriver à ce niveau. Donc, chez eux, la femme naît directement et sait que je suis à la maison demain, une autre peut revenir me trouver à la maison. Comme tu dis, la femme naît. C'est pour ça que je dis que c'est un C'est conditionnement l'éducation. éducatif. Parce que quand une femme naît,
on lui apprend toute sa vie qu'elle Chez doit les être musulmans, fidèle. comme il dit. Même chez les autres, même chez nous. Moi, je ne suis pas musulmane, mais on t'apprend que je dois être fidèle. C'est-à-dire que c'est une valeur. On t'apprend c'est quoi le mariage, il faut supporter, il faut machin. L'infidélité. Mais les hommes, on ne les fait jamais asseoir pour leur dire qu'il faut être fidèle, il faut supporter. Donc, il faut vraiment que les mamans, que les parents en général, revoient l'éducation des enfants. Parce que si moi, mon enfant, quand il va naître là, qu'il soit garçon ou fille, il va apprendre les valeurs de fidélité. Maintenant, si après il dérape, ce sera vraiment que lui-même c'est un petit sorcier, mais normalement, de sa mère, il aura reçu qu'il ne doit pas tromper sa femme. Vraiment, vos histoires de c'est parce que tu es un homme, c'est pas ça chez moi. Hein. Et souvent, les femmes, non, franchement, les femmes cautionnent ça. Parfois, même sont les premières à cautionner. À te dire que tu dois supporter. Quand tu viens te plaindre de ta mère, qu'on t'a trompé, on dit que non, tu quittes un homme parce qu'on t'a trompé. C'est que tu as quitté beaucoup d'hommes. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. C'est des conneries. Franchement, c'est des conneries. Et je suis déçue. Franchement, très déçue. Parce que je l'entends depuis longtemps. Vous êtes des hommes intelligents. Vous avez produit des raisonnements. Et c'est déjà quelque chose qui est normalisé. Oui, c'est normalisé. Non, en fait, Moi, je me dis que c'est la nature. c'est Quelle nature? C'est pas la nature. Moi, je me dis que c'est la nature. c'est un C'est le fait sujet, qu'il y a d'abord c'est un plus d'hommes que sujet de sur femmes. lequel on va difficilement trouver un terrain d'entente parce que c'est comme je dis, il y a des moments où ça peut arriver de manière involontaire. Donc, Involontaire comment? Donc, tu marchais comme ça. ça arrive Tu m'as pas tombé. accident. Arrête ça. C'est involontaire. Il y a les accidents de parcours. Mais en fait, c'est pas pour dire qu'on cautionne l'infidélité, mais c'est pour dire que c'est pour avoir mené ma petite enquête auprès de... Ta petite enquête? Ta petite expérience, ta petite enquête. Ma petite enquête. Je suis responsable de ce que je dis. Après avoir mené ma petite enquête auprès de mes grands frères, et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi est-ce que ça arrivait pour eux. Et moi, je me dis que c'est vrai qu'il y a le volet éducation, mais il y a aussi une question de conviction profonde. Et aussi une question du niveau de relation avec sa partenaire. Parce que c'est vrai qu'on peut tromper quelqu'un qu'on aime, mais quand on a une conviction profonde, qu'on a des valeurs profondes sur la fidélité, ça devient beaucoup plus difficile. Tu me rejoins, donc ça veut dire que ce n'est plus naturel. Ce sont les valeurs qui manquent à certains hommes. Tu n'as jamais dit que c'est naturel, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas... Bon, les valeurs ne peuvent pas en fait manquer à la majorité des hommes. Si la majorité des hommes le font, ça veut dire qu'il y a réellement peut-être un problème. Ils n'ont pas de valeurs. Non, comment naturel? Ça veut dire que les valeurs sont mauvaises. On doit refaire leurs valeurs, c'est ça, leur éducation. 98% des hommes de la Terre ont des mauvaises valeurs. Mais ils sont éduqués par les mêmes gens, non? C'est comme toi, tu dis là. C'est quand tu auras ton enfant, il va être éduqué par... C'est la même chose, c'est vraiment une transmission de génération en génération. Mais sinon, oui, moi, récemment, je regardais un documentaire d'un village, je crois, c'est plus en Chine, je crois que c'est un village à côté de la Chine, un truc comme ça, où là-bas, ce sont les femmes qui sont infidèles. Ça dit que les femmes ont le droit d'avoir n'importe quel... Je vous enverrai le lien si vous voulez après l'émission, je vous enverrai le lien pour que vous ayez regardé. Ils ont fait un reportage, dans le village, là, ce sont les femmes qui sont infidèles. Donc les femmes utilisent les hommes vraiment comme ça. Elles peuvent dormir tous les jours avec un homme différent. Parce que la mentalité est différente, c'est une éducation, une culture qui est différente. Et là-bas, c'est normal. Ça choque personne. Que les hommes, on les change comme les serviettes. Au Cameroun, on va dire que oh, une vie facile, machin. Alors que sur d'autres cieux, c'est différent. Et je suis convaincue que nos parents avant, n'étaient pas forcément dans la même vision que toi. Non, c'est pas naturel. On vous a fait croire que c'est naturel. Nos parents avant, ils avaient plusieurs femmes. Avant, là, c'était quand? À quelle époque? Moi, je prends mal l'exemple de ma grand-mère. Elle nous expliquait là toujours. où nos parents, même, ils étaient plus forts, c'est genre, tu vas peut-être découvrir que tu avais des co-épouses quand ils seront morts. C'est dans l'enterrement que tu vas voir tes autres frères et sœurs débarquer. Donc, eux, ils étaient même encore plus forts que ça. Comme vous voyez, par exemple, quelqu'un va te dire non, mon grand-père faisait 5 femmes, mon grand-père était polygame, machin. Même les mamans en souffrent. Moi, ma grand-mère nous explique souvent que ce n'était pas facile pour elle. Parce que notre grand-père, on peut dire quoi, il imposait la polygamie, genre, il vient avec, il te dit, sors de la chambre, aujourd'hui, je dors avec telle femme. Parce que c'était les choses d'avant, tu peux pas, répliquer comme certaines femmes le font maintenant, tu peux pas te plaindre. Même quand tu vas aller te plaindre, on va te dire que tu te plains pour quelque chose qui est normal et tout. Mais au fond, ça faisait mal. Donc, pour moi, l'infidélité, vraiment... En fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point... Vous imaginez ce que vous ressentez quand vous apprenez que votre copine ou votre femme vous a trompé. Vous imaginez la douleur maintenant? Ça fait très mal. C'est la même douleur qu'on ressent. Il n'y a pas de douleur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous assurer, vraiment, c'est tout ce que j'ai le plus cher, que c'est la même douleur qu'on ressent. Et quand tu décides donc de manière, comment dire,
C'est-à-dire que de manière réfléchie, d'aller imposer cette douleur à ta partenaire. Et après, tu me dis que non, je l'aime, mais je lui fais mal. Je trouve quand même que c'est limite quand même. Et il y a des gens qui ont écrit sur le sujet. Je vous conseille de lire le livre de Jamil Amal Amadou, qui a écrit un livre, Les Impatients, dans lequel justement il raconte. Toi qui viens de. Tu viens d'où déjà? Adamawa, non. C'est ta soeur, c'est à côté là-bas. Bon, elle, c'est le nord, je pense. Mais elle parle justement de la polygamie. Encore, elle, là, c'est la polygamie, mais comment est-ce que les femmes vivent ça? Comment est-ce qu'elles sont conditionnées à accepter ça depuis le bas âge? Et il ne faut pas romantiser la polygamie, il ne faut pas romantiser l'infidélité. Ce n'est pas romantique. Elle en parle avec des mots et une théorie, une vision, une version que vous devriez lire, je pense. C'est super intéressant à comprendre et à apprendre. Peut-être que vous saurez maintenant comment est-ce que les femmes se sentent lorsqu'elles sont dans cette situation-là. Peut-être que vous allez apprendre, en tout cas, moi, je vous le souhaite, prendre conscience. Peut-être commencer à parler même de vouloir. Passons à l'autre question. Prochaine question. Vraiment, bon courage à vos femmes. Beaucoup de courage, les filles, vraiment. J'ai choisi la carte sur le genre. Genre et féminisme. Très bien. Te considères-tu comme un féministe? Te considères-tu comme un féministe? Comme un féministe, oui. Parce que je mène j'ai une entreprise où j'ai davantage à faire avec des femmes. Et leur bien-être au quotidien, c'est la priorité de notre entreprise. Donc, au quotidien, on essaie de les aider, leur aider à reprendre confiance en elles parce que pour la plupart, elles ont perdu confiance en elles à cause du support et tout, tout le regard que la société a pour elles après ce changement physique. Donc, ce que nous faisons, c'est leur aider à reprendre cette confiance-là et en les aidant aussi à retrouver une apparence physique qui leur permet de sourire devant le miroir. Donc, à partir de là, je pense que je peux me considérer comme un féministe. Bon, tu es féministe parce que les gens qui sont en support viennent te payer pour faire le sport chez toi. C'est pour ça que je suis féministe. Non, je suis féministe parce que j'ai mis en place une structure qui aide. Elle te paye, tu l'aides, comment? En fait, c'est parce que elle n'arrive pas toujours à trouver des gens qui vont les aider à résoudre ce genre de problème. Et on ne peut que le faire bah, parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça. C'est pas une histoire qui peut se faire de manière, je sais pas comment, je sais pas quel thème choisir, de manière volatile. Il faut vraiment aimer et il faut vraiment avoir à cœur le bien-être des personnes qu'on suit au quotidien pour pouvoir pour avoir les résultats qu'on a au quotidien. Et du coup, dans ton institut, dans ta structure, tu n'as que des femmes? Non, mais pour la majorité, 90%. Parce que ce sont les femmes qui s'occupent de leur bien-être. Parce que culturellement ou naturellement, les femmes s'intéressent à leur apparence physique. Donc, elles sont tes plus grandes clientes. Mais tu n'as pas créé ça pour elles. Tu as créé ça pour tout le monde qui se sent mal et qui voudrait venir. C'est ça, non? Oui. Et sauf que maintenant, comme les femmes aiment bien leur apparence physique, peut-être plus que les hommes, elles sont tes plus grandes clientes. Donc, du coup, tu ne nous aides pas. Tu fais du business. En fait, je ne fais pas que du business parce que justement, en fait, avant de monter un business, on a un persona. Et le persona, c'est le persona type de notre entreprise. C'était une femme. Parce que je veux dire quoi, c'est le genre qui s'intéresse beaucoup plus à son apparence, comme tu l'as dit, mais c'est aussi le genre qui est beaucoup plus jugé par la société à cause de cette apparence-là. Donc, nous, notre objectif, c'est donc de les aider à reprendre cette confiance en elles, qu'on crée ça. C'est pas que faire du business, c'est aussi avoir un impact social et un impact communautaire. Bon, comme je considère humblement que tu peux m'avoir dit il y a 5 minutes que la tromperie est normale pour les femmes, machin, et de me dire après que tu es féministe, on va commencer par demander c'est quoi le féminisme pour ça? En fait, comment est-ce que tu le définis? Ce que je conçois comme étant féministe, c'est de prendre le bien-être des femmes à cœur. C'est-à-dire de ne pas stigmatiser les femmes, ne pas avoir des préjugés, comment dire, non fondés sur les femmes.
moi, c'est ce que je considère comme étant un féministe, c'est-à-dire accompagner les femmes, les aider à s'épanouir, à s'émanciper Ok. au quotidien. Ok. Qu'est-ce que tu entends par féminisme avant de nous dire si tu es féministe ou pas? Ce que j'entends par féministe, c'est que c'est accorder plus de valeur à la femme ou bien la femme se place au même niveau que l'homme, si je ne me trompe pas. Et si je dois répondre à la question si je suis féministe, moi je dirais non, je ne suis pas féministe. Parce que déjà, ben, je ne sais pas si ça dépend de l'éducation qu'on nous a donnée, mais l'éducation que j'ai reçue, la femme n'est pas au même niveau que l'homme, surtout lorsqu'il s'agit dans un foyer. Je vois d'autres hommes dire que dans le foyer, il faut 50-50 et tout pour gérer les factures, gérer les charges. Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. L'éducation que j'ai reçue, c'est que l'homme doit s'occuper de sa maison, de s'occuper de sa femme, de part entière. Donc la femme n'a pas pour obligation de venir faire 50-50 à la maison. Les femmes qui se disent féministes et indépendantes, bien souvent imposer les règles à la maison. Déjà, elle est autoritaire, elle n'est pas soumise. Non, ce genre, je ne suis pas de ce genre. L'homme doit avoir sa place au-dessus de l'homme. On ne refuse pas le respect. Le respect est là, mais la place de l'homme, c'est au-dessus. La place de la femme n'est pas la cuisine seulement, mais elle doit comprendre que l'homme est l'être, je veux dire quoi, pas suprême, mais au-dessus d'elle. Cette émission, ça me donnait beaucoup de choses. Bien évidemment, moi, je suis féministe. Parce que pour moi, nous sommes dans une société qui a évolué. Les femmes font des métiers que les hommes font. J'avais même vu au journal un reportage, une femme qui faisait le taxi, qui était taximan. Donc, Vous taxi woman. ça évolue, les choses changent. Maintenant, il y a même des hommes, maintenant, même dans les foyers qu'on sort, il y a une femme qui ne travaille pas, il va maltraiter ses derniers ans, tu ne me sers à rien. D'autres femmes sont ici, elles partent au travail le matin, toi tu restes seulement à la maison, tu es une consommatrice. Ce sont les garçons princesses. Ah, non. Donc, pour moi, moi je suis féministe. Moi, la femme, moi je place la femme à égalité avec l'homme. l'homme. Bon, ce que moi je pense, c'est que le féminisme, premièrement, c'est une doctrine. Et tout ce qui est en isme, c'est une doctrine qui valorise, on va dire quoi. Le mot égalité peut vous déranger, mais oui, l'égalité entre hommes et femmes. Mais quand on parle d'égalité, on parle d'égalité en droit. Vous le savez sans doute, il y a une époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter, par exemple. Parce qu'elles étaient des femmes, simplement. Encore aujourd'hui, quand on finit de faire un master ensemble, on a le même diplôme. Le prof ne m'a pas donné les points supplémentaires parce que j'étais une femme. Mais on arrive pour avoir un travail, on me dit que parce que tu es un homme, tu auras un salaire supérieur au mien. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne dois pas dire qu'on doit être égaux? Alors qu'on a fait les mêmes études. Vous savez qu'en France, un médecin femme ne gagne pas le même salaire qu'un médecin homme en 2026. C'est ça qu'on appelle le féminisme pour moi. On se bat pour les droits des femmes. Et les femmes ont des droits parce que simplement, sont des humains à part entière. Maintenant, dans le foyer, les dynamiques de couple sont différentes. Toi, tu peux décider que dans ta maison, tu ne fais pas 50-50. L'autre décide que l'autre fait 50-50. Le féminisme, c'est d'accepter que les femmes puissent avoir le libre arbitre, le choix de décider de leur vie, de leur corps, de leur façon de vouloir mener leur vie, etc., etc., sans qu'on ait juste par rapport à leur condition féminine. Donc, partant de ma définition, je repose la question. Êtes-vous féministe ou pas? Moi, je pense que, après ta définition, moi, je me considère comme un féministe. Parce que euh, je- en créant mon entreprise aussi, j'avais à cœur de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau professionnel. Au niveau des couples, c'est différent, comme tu l'as dit, aussi dans le domaine du mariage, mais au niveau professionnel, ils devraient pouvoir avoir les mêmes droits, ils devraient pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Et donc, à notre niveau, parce que pour pouvoir véritablement le prouver, il faudrait que chacun puisse le faire à son niveau. À notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir, euh, comment je vais dire, c'est avoir le même nombre d'employés hommes que femmes et qu'ils aient le même salaire. Et qu'il n'y ait pas enfin, qu'il n'y ait pas de différence au niveau de la masse salariale, qu'il n'y ait pas de différence au niveau des, qui est enfin, qui est la même considération professionnelle, que les femmes aussi aient accès à des niveaux de responsabilité. Donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire à mon niveau et je pense qu'en faisant ça, ça prouve quand même assez ma volonté de défendre mon idéologie des féministes.
Bon, même comme tu soutiens l'infidélité chez les hommes, on va te... Ton féminisme là un peu, hein, jamais, on va prendre. Moi, je ne changerai pas mon avis. C'est donné tout féministe. Non, les femmes doivent avoir les mêmes diplômes que toi, elles doivent avoir le même salaire, papa. On a fait quoi? Je ne refuse pas, vous avez les droits. Moi, je me base beaucoup plus sur le physique de la femme. S'il s'agit des droits, avoir le même salaire, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord à ce point, mais lorsqu'il s'agit de faire certains métiers, le physique de la femme n'est pas appelé à faire certains métiers. Et ce qui me touche encore beaucoup plus, c'est que la femme parle beaucoup plus des féministes lorsque ça les arrange. Lorsque c'est à leur avantage, qu'elle parle beaucoup plus de féminisme. Je me souviens encore lorsqu'on faisait encore sport au secondaire, lorsqu'il faut courir, on donne 400 mètres aux hommes et on donne 200 mètres aux femmes. Et elles sont contentes. À l'heure, elles ne revendiquent pas de féministes, pas de féministes. Elles choisissent. Si vous revendiquez être féministe, courez aussi 400 mètres comme les hommes. Là, on va se comprendre. Mais s'il s'agit d'avoir le droit de travailler et tout ça, mais elles doivent comprendre qu'il y a certains métiers que leur physique ne leur permettent pas, ou elle ne leur permet pas de C'est pour ça qu'on parle de complémentarité et non pas de supériorité. Comme tu as dit que l'homme est ici, la femme est ici, là. Non, il y a une complémentarité. Il y a aussi des choses que l'homme ne peut pas faire. Tu sais accoucher? Non. Donc, nous aussi, on a des choses que tu peux pas faire. Dis-moi. Moi, je suis féministe, Bien sûr. totalement féministe, parce que pour moi, il place la femme égalité à l'homme. Et il n'est pas d'accord. Ton voisin n'est pas Oui, d'accord. je suis d'accord. Bon, je peux te poser une question. Si tu épouses une femme maintenant, est-ce que tu vas accepter qu'elle travaille, par exemple? Si c'est son choix de travailler, elle ne travaille pas à Ok. la base. Maintenant, elle rentre du travail à 20h. Toi aussi, tu rentres du travail à 20h. Vous avez des enfants. Tu acceptes. J'accepte, je n'ai pas de problème. Faire la cuisine d'abord chez moi, c'est... Toi-même, tu peux faire la cuisine. Je fais de la Tu cuisine. fais les tâches ménagères. Je peux le faire. Tu peux ou bien tu vas? Tu vas. Parce qu'on n'a pas dit que tu peux pas, mais est-ce que tu vas faire? Je vais le faire dans la mesure où elle travaille, son Oui. travail l'occupe et je sais réellement qu'on peut s'organiser à la maison pour faire les tâches à la maison. Donc, on peut s'organiser. Mais dire qu'il y a cette tâche à la maison que je ne peux pas envoyer. Et parfois, tu peux être, je sais pas, dans les difficultés financières qu'on sort et ta femme t'aide de temps en temps. Bon, je prends un cas, par exemple, ta femme est plus stable financièrement que toi. Et peut-être le loyer, c'est elle qui paye, l'école, les enfants, c'est elle, tout ça, c'est elle. Mon éducation ne me permet pas de choisir ce genre de femme. Ah, Genre, bon? on va s'occuper de moi. C'est là d'abord à la base, ça ne me permet pas. Je ne peux pas aller choisir une femme qui doit s'occuper de moi. Parce que de nature, l'éducation que j'ai reçue, c'est l'homme qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de la femme. Mais si elle peut contribuer, il n'y a pas de souci, mais pas que je suis dépendant de la femme, non. Bon, tu l'épouses maintenant, on ne sait jamais. Tu l'épouses maintenant, toi-même tu travailles, elle travaille, mais arrivé peut-être tu perds ton travail, on ne sait pas. On te paye plus bien, mais elle ne fait que gravir les échelons. Elle est plus riche que toi. Ce qui me plaît, comme ça. j'ai un ego. Tu vas maintenant te séparer d'elle parce qu'elle est devenue plus riche que toi. Si je ne me sépare pas d'elle, quel qu'en soit les cas, même s'il faut couper les mains, je vais faire les efforts d'être plus qu'elle. Quel qu'en soit les cas. Parce que moi, j'ai l'ego là. Je ne peux pas laisser la femme. Parce qu'un homme qui arrive d'abord, donc tu te focalises sur un point, tu ne cherches pas la croissance. Déjà, je ne pense pas que c'est... C'est pas arrivé que tu cherches. Non. Tu ne cours pas. Non, si ta femme a eu l'opportunité d'avoir, ou bien de graver les échelons plus que toi, toi, l'homme cherche, tu trouves les moyens, tu graves les échelons plus qu'elle. C'est dans cet objectif de graver les échelons qu'on va conclure cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vais vous faire un dernier tour de table pour avoir vos derniers mots. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes, peu importe le sujet, peu importe le thème, un mot de la fin, un thème que vous voulez aborder, qu'on n'a peut-être pas abordé, en 1 minute chacun devant la caméra. Et puis on va conclure rapidement l'émission. Moi, déjà, je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui et j'encourage l'initiative et pourquoi pas, j'aimerais que d'autres jeunes puissent venir ici pour pouvoir donner leur avis sur les questions qui nous concernent entre nous les jeunes. Donc, merci de nous avoir invités et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour donner mon avis sur d'autres questions. Avec plaisir. Ok. Moi également, je vous remercie. Mais si je dois donner un conseil à mes frères ou bien aux jeunes, ça serait juste une phrase. Sur cette terre, personne n'a l'obligation de vous aider en dehors de vos parents. Et même vos parents, à un certain niveau, ils n'ont plus cette obligation-là de vous aider. Donc, en tant qu'homme, en tant que jeune, nous devons nous battre nous-mêmes. Et si je peux encore ajouter une dernière phrase, ce n'est pas tes origines ou bien l'éducation que tu as reçue ou bien la stabilité de tes parents qui peuvent te définir demain.
Tu peux sortir d'une famille pauvre et tu te bats comme un homme et tu t'en sors. Arrivé à un certain âge, tu te focalises sur l'éducation que tu as reçue, bien sur la stabilité financière de tes parents pour te stigmatiser que tu ne veux pas évoluer. Je pense que ce n'est pas une bonne pensée. Très bien. Pour le mot de fin, merci d'abord pour l'invitation. Et ce que je peux dire aux jeunes, c'est n'ayez pas peur. Osez, sortez de chez vous. Arrêtez de vous dire que non, il y a certains trucs, ça ne nous concerne pas et qu'on sort. Non, ça c'est pour les, non, c'est les grands. Nous sommes encore des jeunes. Non, non, non. Quand vous avez moyen, allez-y, sortez, faites. Et regardez, voici une émission. Pourquoi pas la prochaine fois, ça pourrait être vous qui nous regardez à la maison. Donc. Exactement. Donc, osez. Sachez que tout vous concerne, les sujets, la politique, l'éducation, la spiritualité. On a parlé de tradition, on a parlé de genre et de féminisme. Bref, tous les sujets qui vous concernent, vous devez en parler, vous devez créer des discussions autour pour pouvoir justement vous élever socialement, vous élever intellectuellement. Ça a été un plaisir de vous avoir une fois de plus. Merci à vous d'être venus. Comme vous savez déjà ici, qu'est-ce qu'on dit? On est On est ensemble. ensemble. Ou bien. Merci. Merci.